Arachin, Daf Kaf Aleph Amud Bet. Le Daf d'aujourd'hui c'est Kaf Bet. Mais on va commencer depuis le début du Perek, qui se situe au milieu de la page Kaf Aleph Amud Bet. Mishnah. Shuma Yetomim Shloshim Yom. Ve Shuma Ekdesh Shishim Yom. Umachrizin Baboker ou Ba'erev. Là on parle de la Shuma. Shuma ça veut dire l'évaluation. Estimation de la valeur de quelque chose, ça s'appelle en hébreu Shuma. Lorsque nous devons payer au Ekdesh quelque chose, exemple, moi, je me suis engagé à offrir un bien immobilier au Ekdesh. Je voudrais reverser au trésor du Beth Amikdash des objets. J'ai un patrimoine, et je voudrais offrir à Kadosh Baruch Hu des dons. Alors j'offre au Beth Amikdash des biens. Ces biens-là, qu'est-ce qu'il va faire avec le Gizba? Il va les vendre, et l'argent récupéré sera reversé au trésor du Beth Amikdash. Mais on peut vendre de deux façons. On peut vendre en fonction de l'estimation de la valeur. On amène des experts. Ils nous disent ça coûte tant et on vend à ce prix. Soit on vend aux enchères. Ça veut dire on a le minimum basique, c'est l'expertise, c'est l'estimation de valeur. Moins que ça on ne vendra pas, mais on est intéressé à augmenter le chiffre d'affaires du Beth Amikdash. Plus on prendra du temps, plus on laissera mijoter et plus on a des chances de gagner. N'est-ce pas? Alors, mise à prix, temps, et maintenant on attend les enchères. Chacun va surenchérir et on vend. Combien de temps on laisse le bien vendu aux enchères? Les enchères vont durer combien de temps? Pour le Ekdesh, ça va durer 60 jours. Umachrizin baboker ou ba'erev. Et tous les matins, tous les soirs, on dit Morev et Rabotai, il y a un bien immobilier qui est vendu. Qui veut l'acheter? Voici le prix qu'on a atteint pour l'instant. Qui dit mieux? Et c'est comme ça qu'on surenchérit jusqu'à la fin de 60 jours. Shishim. Idem pour les Yetomim. Shum ha-Yetomim. Shum c'est quoi? Shuma. C'est quoi Shuma? Évaluation. Les biens des orphelins, on n'a pas envie de les brader. Le papa est décédé. Il a laissé des dettes. Il n'a pas laissé d'argent liquide, cash. Il faut vendre de ces biens immobiliers. Puisque ces biens immobiliers sont assujettis au remboursement, sont hypothéqués. Les orphelins sont des jeunes enfants. Ils ne sont pas conscients de ce qui va se passer avec leurs affaires. S'ils étaient adultes, alors ce sont des négociateurs. Ils sauront y faire. Certes, ils vont payer la dette du père parce qu'ils ont hérité d'un bien hypothéqué, mais ils ne vont pas se faire avoir. Ils vont vendre les biens à leur juste valeur. Mais les orphelins, des petits, qu'est-ce qu'on va faire? Arrive le créancier et dit « Payez-moi, donnez-moi ». Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre les biens immobiliers, mais on ne voudrait pas les brader. Qu'est-ce qu'on fait? Après l'estimation de valeur du bien, il y a une mise à prix aux enchères. Et on va laisser les enchères monter pendant 30 jours. C'est ce que dit la Mishnah. Shum ha-Yetomim, l'estimation de la valeur d'un bien hérité par les orphelins, Shloshim Yom, c'est pendant 30 jours. Les Shum ha-Ekdesh, Shishim Yom, les biens qui sont mis à prix au profit du Ekdesh, et donc c'est mis aux enchères, on attend 60 jours. Umachrizin baboker ba'erev, et l'annonce, la publication se fait tous les matins et tous les soirs. La Gemara demande Maïshna baboker ou ba'erev. Pourquoi
tous les matins et tous les soirs. Pourquoi pas durant la journée? Amar Rav Yuda Amarav, Beshaat Hotzaat Po'alim ou Beshaat Achnasat Po'alim. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où les Po'alim vont aller travailler et au moment où les Po'alim rentrent du travail. Qu'est-ce qui va se passer? Des Ika de Nihal les Mizban. Parce que si jamais Beshaat Hotzaat Po'alim, des Ika de Nihal les Mizban, Amarleu la Po'alim, Ezilu Saïroula Nihali. Ça veut dire, lorsque les Po'alim vont sortir, ils vont entendre que les Po'alim, ils sortent de chez eux, ils viennent au travail, et ils lui racontent, tu sais, on a entendu aujourd'hui qu'il y a une vente aux enchères. Alors il leur dit, dites-moi, allez-y voir, vérifiez la qualité du terrain, si elle est bonne, et ainsi de suite. Donc entre le matin et le soir, le matin il a eu la nouvelle, l'annonce, le soir il leur dit, allez-y, quand vous rentrez ce soir, jetez un coup d'œil. Dites-moi, est-ce que l'affaire vaut la peine? Beshaat Hotzaat Po'alim, Beshaat Achnasat Po'alim. Beshaat Hotzaat Po'alim. Pourquoi Beshaat Hotzaat Po'alim? Deika de Nihale ou Mizban, que si jamais il y a une personne qui est intéressée, alors, Amar Lehu, la Po'alim, il va dire à ces Po'alim, Izilu Sayarula Nihali. Allez-y, vérifiez la qualité de ce terrain et dites-moi si c'est une bonne affaire. Beshaat Achnasat Po'alim, des Nidkar, des Amar Lehu, Nizil, Nishailinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où les Po'alim viennent au travail, alors à ce moment-là, ils se rappellent et disent, ah, je leur avais demandé d'aller voir. Je vais aller maintenant leur demander un compte rendu, qu'ils me fassent un rapport, un constat. Est-ce qu'ils pensent que ça vaut la peine pour moi? Voilà la raison pour laquelle on fait ça tous les matins, tous les soirs, parce que en entendant le matin, il va leur demander plutôt en entendant le soir, il va leur demander d'aller voir, et en entendant le matin, il va aller les consulter pour savoir est-ce que ça vaut la peine. Tanya Nameachi, la Baraïta corrobore cette idée. Elle nous dit ça explicitement. Shumai tomim shloshim yom, veshumai gdesh shishim yom, umachrizim baboker uba'erev, beshat otzat po'alim, ou beshat achnasat po'alim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on a vu dans la Mishnah, on le retrouve dans la Braïta exactement, sauf que la Braïta rajoute les phrases suivantes. Omer, Sadeh, Ploni, Besimanea, ou Bimtsarea, Kach hi yafa, Bekach hi shuma, Kol harotze likach yavo bikach, Al menat liten laisha biktubata, ou le baal hov behovo. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Beddin, quand il demande à l'annonceur de publier, il lui dit, s'il vous plaît, précisez d'abord où se situe exactement ce terrain, que les gens sachent identifier le bien immobilier en question, Besimaneha, donc il donne l'adresse exacte avec des simanim, Bemetzareha, avec les frontières, délimitation pour que les gens sachent exactement de quel terrain s'agit-il, où il commence, où il termine. Karhiyafa, voilà la production agricole que ce champ est capable de produire. Vekar Hishuma, et voilà ce que vaut ce terrain par rapport à l'expertise du Beddin. Kol harotzelikach yavovikach, celui qui est intéressé, qu'il vienne et qu'il achète. Mais on rajoute en plus le motif. On explique aux gens la cause de la vente. Comme vous voyez en France,
vente cause alia. N'est-ce pas? On est en train d'expliquer aux gens pourquoi nous vendons le bien immobilier. Eh bien, c'est pour payer une dette. Car le père de ces orphelins a laissé des dettes. Les créanciers sont venus pour ponctionner sur le patrimoine du père pour se faire rembourser. Et puisqu'on a besoin de rembourser, on ne veut pas brader ce bien immobilier, on l'a mis aux enchères sur la base d'un montant minimal selon l'expertise, selon l'évaluation du Beddin. Ou bien pour payer la ketouba d'une femme. La ketouba d'une femme. Monsieur est décédé. Il a laissé une femme veuve. Il y a des orphelins. Normalement, les héritiers, c'est des orphelins. La femme n'hérite pas du mari. La femme n'a que la ketouba. Elle a les mésonotes tant qu'elle ne s'est pas remariée. Elle a la ketouba et elle a les mésonotes tant qu'elle ne s'est pas remariée. D'abord les mésonotes, jusqu'au jour où elle réclame sa ketouba. Le jour où elle réclame sa ketouba, elle n'a plus de mésonotes. Le fait de rester veuve, c'est comme un genre de témoignage de respect pour son mari. Comme si elle sentait une infidélité que de se marier avec quelqu'un d'autre. Et de par ce signe de respect qu'elle marque, elle mérite les mésonotes. Mais le jour où elle réclame sa ketouba, c'est comme pour dire, ça y est, j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai mis fin à cette ancienne relation. Désormais, elle n'a plus le droit aux mésonotes. À Tovarat Ketubata, elle n'a mésonote. Celle qui réclame la ketouba, en tant que veuve, eh bien, finish. Il n'y a plus de maison. Bon, alors, la ketouba, il faut bien payer. Cette veuve, elle réclame. Qui va payer? Le mari, il n'est plus là. Alors, de son patrimoine héréditaire. Donc, en effet, c'est au détriment des orphelins. Les orphelins ont le devoir de payer la dette de leur père. Ils ont le devoir de payer la ketouba de leur mère, même si ce n'est pas leur mère. Par exemple, c'est une deuxième femme. Alors la Gemara demande, la mal il est mémar, almenat liten la isha ketubata, ul baal hov hovo. Pourquoi l'annonceur a besoin de publier le motif de la vente? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire vente, cause, règlement de dette, cause, règlement de ketouba? Qu'est-ce que l'acheteur a besoin de savoir, ça? En quoi ça l'intéresse? Réponse. De ika de nihale, be baal hov, de mekel bezouze. De ika de nihale, be isha de shakla, al yad. L'avantage pour une ketouba, c'est que la femme, elle, pourquoi elle veut sa ketouba? C'est parce qu'elle veut vivre au jour le jour, se payer des petites caprices, des petites gâteries ici et là. Elle n'a pas envie de liquider son argent en un jour. Elle a besoin tous les mois de se faire plaisir. Alors qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un peu d'argent tout le temps. Donc celui qui va acheter un bien immobilier pour payer la ketouba à la femme, il peut venir voir la femme et lui dire, madame, ça ne vous dérange pas que j'achète ce bien à crédit? Ce serait un paiement échelonné. Tous les mois, je vous donne tant. Ça arrange l'acheteur. Donc, en effet, il est bon d'annoncer la raison de cette vente afin que l'acheteur sache qu'il soit motivé. Qu'il soit motivé. Qu'il se dise, en fait, je vais acheter pour payer la ketouba à quelqu'un. Eh bien, je peux aller voir directement la femme et je lui dis, madame, écoutez, c'est pour vous payer à vous, n'est-ce pas? Cet argent, à quoi il va servir? L'argent que je vais payer aux orphelins, c'est pour vous payer à vous la ketouba. Vous savez quoi? Moi, je vous paye directement la ketouba. Au lieu de payer aux orphelins, les orphelins vous donnent l'argent, moi, je vous donne cet argent. C'est vous qui me vendez ce bien, en fait. Dans ce cas-là, s'il vous plaît, vous faites
un paiement échelonné. Aliyad, aliyad. Donc on a expliqué que la raison pour laquelle il fallait annoncer au moment de la mise aux enchères la raison de la vente, cause pour un règlement d'une créance, ou bien cause pour règlement d'une ketouba, parce que ça motiverait l'acheteur en sachant que, en achetant ce bien immobilier pour payer la ketouba à une femme, il va aller voir directement la femme, il va lui dire: Madame, si vous me permettez que j'achète à crédit, c'est-à-dire que je vous paye de manière échelonnée, chaque mois un peu d'argent, puisque vous n'avez pas besoin de toute la somme en une seule fois. Deuxième possibilité, si c'est un balchor, si c'est un créancier. Pourquoi c'est important au moment de la mise en vente du bien immobilier d'annoncer, de publier que la raison de la vente, c'est pour payer le créancier, une dette du père. C'est parce que ce créancier, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, à l'époque, ils avaient des pièces de monnaie qui n'étaient pas toujours très, très sympathiques. Ça veut dire que vous avez de belles pièces de monnaie qui ont envers la soher mamash, qui est magnifique, qui passent partout, la monnaie courante, et vous avez des devises qui sont moins faciles à mettre dans le marché, dans le circuit du marché. Mais un homme d'affaires, lui, n'a pas de problème. Même avec des devises qui ne passent pas partout, il a où les investir. Il fait tellement d'affaires, ici et là, que même si dans le marché courant, ces pièces-là, elles ne passent pas, eh bien, il a d'autres endroits où il peut investir ces pièces qui ne sont pas très, très facilement monnayables, qui ne sont pas vraiment envers la soirée. Et de ce fait, nous disons comme ça. L'acheteur, lui, il a des pièces qui ne sont pas extra. Ce sont des devises ou des pièces de monnaie qui ne sont pas de bonne qualité. Il cherche quelqu'un qui est prêt à accepter ces pièces, à accepter son argent. Le vendeur de l'acheteur. L'acheteur. L'acheteur, il a des pièces qui ne sont pas bonnes. Il veut acheter avec ces pièces qui ne sont pas bonnes un bien immobilier. Mais qui va accepter de lui vendre un bien immobilier contre des pièces qui ne sont pas bonnes, de bonne qualité? Personne? Si, il y en a. Qui? Les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, eux, ils vont en Chine, ils vont en Singapour, ils vont en Turquie, ils vont un peu partout, donc eux, ça ne les dérange pas. Donne-moi. Moi, je trouverai où investir cet argent. Alors quand tu dis à l'acheteur, aux acheteurs potentiels, on vend pour payer une dette, il dit: ah, c'est un créancier donc finalement qui vend ce bien. Les orphelins doivent payer le créancier, donc c'est comme si le créancier c'était lui qui était propriétaire de ce bien, puisque ce bien était hypothéqué, assujetti à ce créancier. Donc maintenant il faut payer cet argent que lui va payer, va revenir au créancier. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement voir le créancier, lui dit: dis-moi, ça ne dérange pas, si moi j'achète ce bien, je te donne ces pièces, tu peux les utiliser, pas de problème, donne-les-moi. Au moins, moi j'aurais touché le règlement de ma dette. Voilà pourquoi il faut annoncer la couleur. Pourquoi il faut dire aux gens la raison de la vente. C'est pour motiver les acheteurs. Comment l'acheteur sera motivé? Quand il sait que l'argent de mauvaise qualité qu'il a chez lui, il pourra l'utiliser. Comment il va pouvoir l'exploiter? En achetant ce bien, ce patrimoine. Comment il va l'acheter? Qui est-ce qui va accepter ces mauvaises pièces? Eh bien, le créancier. Pourquoi le créancier accepterait? Parce que c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Eh ben, t'inquiète pas pour lui. Alors lui, il a tout le temps où mettre, où investir. Même donne-lui de l'argent, même des pièces de mauvaise qualité, il a où les investir. T'inquiète pas pour lui. De ce fait, l'acheteur, ça peut le motiver. Quand il se dit: moi, chez moi, j'ai des pièces de mauvaise qualité et je cherche où les investir pour me débarrasser de ces pièces-là, ça fait des années que cet argent dort ici chez moi, ça commence à rouiller, et il a trouvé enfin le moyen d'investir cet argent. Il est tout content de savoir qu'il a affaire à un homme d'affaires qui, lui, n'est pas gêné par la qualité mauvaise de ses pièces. Regardez, s'il vous plaît, le dernier rachis de la page. Aliyad, Aliyad. On avait dit que la femme
qui va encaisser cet argent pour la ketouba, elle est d'accord d'accepter aliyad aliyad. C'est quoi aliyad aliyad? Échelonné, peu par peu, chaque mois un petit peu. Pourta. C'est quoi pourta? Un petit peu. Pourta, peu à peu. Veika lokiyah deni halel ifwa les balhom. Et il y a aussi un acheteur qui est intéressé à régler un créancier. Pourquoi? Des mekel bezouzé. Chez Notel, Zouzim, Shvurim, Haserim, chez Enderer Soharim, Makpidim, Bekar. Ça veut dire qu'étant donné que le créancier c'est un homme d'affaires, ça ne le gêne pas d'encaisser des pièces de mauvaise qualité. Donc voilà comment on pourrait motiver davantage de clients. Daf Kafbet. Première ligne. La Baraïta nous enseigne Tanu Rabanan, Shuma Yetomim, Shloshim Yom, Shuma Ekdesh, Shishim Yom. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Shuma Yetomim, Shishim Yom, Veshuma Ekdesh, Tish'im Yom. Chachamim Omrim Echadze Vechadze, Shishim Yom. Comme toujours, la Baraïta développe ce que la Mishnah nous a enseigné. Dans la Mishnah, on n'a qu'une seule opinion. Dans la Baraïta, on en a trois. D'ailleurs, il en ressort que notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Meir. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? Combien de temps durent les enchères? Pour Shuma Yetomim, 30 jours. Pour Shuma Ekdesh, 60 jours. Eh bien, la Baraïta nous dit que ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Shuma Yetomim, Shishim Yom. Les Shuma Ekdesh, Tish'im Yom. Rabbi Yehuda, lui, il a rajouté 30 jours pour les Yetomim, et il a rajouté 30 jours pour le Ekdesh. Ça veut dire, au lieu de 30 jours pour les Yetomim, c'est 60. Au lieu de 60 jours pour le Ekdesh, c'est 90. Chachamim omrim, Echadze vechadze shishim yom. Chachamim, eux, ils sont intermédiaires entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Eux n'établissent pas de distinguo entre Ekdesh et Yetomim. C'est la même durée pour les enchères. C'est 60 jours, aussi bien pour le Ekdesh comme pour les Yetomim. Amara Frisda, Amaravim, Halacha, Shuma Yetomim, Shishim Yom. Rav Frisda va dire au nom de son maître. Comment il s'appelait le maître de Rav Frisda? Avimi. Amar Rav Frisda, Amar Avimi. Halacha, Shuma Yetomim, Shishim Yom. Par rapport à toutes ces opinions, comment on tranche la halacha? Pour les Yetomim, combien de jours durent les enchères? 60 jours. Alors écoutez une histoire, vous allez sourire. Une histoire drôle. Yativ Rabbi Chia bar Avin, Mekamar le Hashmata. Un jour, Rabbi Chia bar Avin était assis et il a répété cela que quoi? Que d'après Rav Frisda, au nom de Avimi, la halacha est comme, et pour les Yetomim, 60 jours. Halacha, 60 jours. Amar le Rav Nachman bar Yitzhak le Rabbi Chia bar Avin. Alors, Rav Nachman bar Yitzhak, qui a entendu Rav Chia bar Avin dire ceci, il lui dit, dis-moi, est-ce que j'ai bien entendu? Shishim ka'amart ou shloshim ka'amart? Tu as dit shishim ou shloshim? Tu as dit 30 ou 60? Juste, j'ouvre une parenthèse pour une plaisanterie. Comment est-ce possible que de shloshim, vous enlevez shloshim et il reste shishim? Est-ce que vous êtes parti de 90? Non, je répète. De shloshim, vous enlevez shloshim et il reste shishim. De 30, vous enlevez 30, il reste 60. Bravo. Shloshim, ça s'écrit comment? Shin lamed, shin yudmed. Vous enlevez le lamed. Lamed, c'est combien lamed? La valeur numérique de lamed, c'est 30. Si de shloshim, vous enlevez shloshim, c'est-à-dire le lamed, il reste shishim. Alors les amis,
Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dis-moi, tu as dit shloshim ou shishim? Il a dit non, non, tu as bien entendu. J'ai dit que la halakha c'est shishim, pas shloshim, comme Rabbi Meir. Yativ Rapriya Baravin Vekamar le Hashmata. Un jour, Rapriya Baravin a raconté cette chose-là, que quoi? Que Rafrizda a dit que la halakha, elle est Shumayetomim Shishim. La durée des enchères pour la vente d'un patrimoine appartenant aux orphelins, ça dure 60 jours. Alors Rav Nachman bar Yitzchak, qui l'a entendu, va dire à Rabbi Chia Baravin, Shishim Ka'amart, ou Sheloshim Ka'amart. Est-ce que j'ai bien entendu? Tu as dit 30 ou 60? Combien de jours? Amar les Shishim. Il lui a dit, tu as bien entendu, c'est Shishim. Il lui a dit, de quoi tu parlais? De Yetomim ou de Hekdesh? Est-ce que tu parlais de la vente d'un bien immobilier appartenant aux orphelins ou appartenant au Hekdesh? Amarlé des Yetomim. Non, non, j'ai bien dit des Yetomim, tu as bien entendu. Alors maintenant, écoutez la question et la réponse drôle que vous allez entendre. Kerabi Meir ou Kerabi Ouda? Amarlé Kerabi Meir. Il lui a dit comme qui? C'est halakha, en disant 60 jours durent les enchères pour la vente du bien immobilier appartenant à Yetomim. Ça correspond à l'opinion de Rabbi Meir ou de Rabbi Ouda? Il lui a dit de Rabbi Meir. Il lui dit quoi? Rabbi Meir. Vers Rabbi Meir Shloshim Ka'ama. C'est impossible, puisque Rabbi Meir lui-même a dit Shuma Yetomim 30 jours, Shuma Hekdesh 60 jours. Comment tu peux faire dire à Rabbi Meir le contraire de ce qu'il a dit? Écoutez la réaction, vous allez sourire. Achi Amar Rafrizda. Rafrizda a dit la chose suivante. Mais Avimi, Kulfe Tave, Balre Allah de Hashmata. De Avimi, j'ai encaissé de bonnes claques jusqu'à ce que il me l'a fait avaler. C'est-à-dire, à chaque fois que je posais la question, je disais, mais c'est pas possible, Rabbi Meir a dit 30 jours. Comment est-ce qu'on peut dire 60 jours? Eh bien, il me donnait une claque jusqu'à ce que, ça y est, j'ai fini par bien comprendre. Et c'est quoi l'explication qu'il m'a donnée, qu'il m'a répétée jusqu'à ce que c'est bien rentré dans ma tête? Voici. Ba le'achriz retzufim shloshim yom, basheni ou bahamishi shishim. אבל גב, דכי חשים לאומה ביומי הכרזה, לא אבו אלא תמנסר יומי, כיוון דמשכה מילתא, שמעין ש... Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit parfois c'est 30 jours, parfois c'est 60 jours, même d'après Rabbi Meir. De quoi ça dépend? De Retsufim ou pas Retsufim. C'est quoi Retsufim? Consécutif. Si on publie, on annonce publiquement qu'il y a une mise aux enchères de ce bien immobilier, il y a une vente de ce bien immobilier, si c'est des jours consécutifs, eh bien en 30 jours, ça y est, on vend. Après 30 jours, on vend. Mais c'est quand c'est 30 jours consécutifs. Mais si la publication ne se fait pas au quotidien, elle se fait que Sheni Bahamishi, les jours où le Beddin siège et que les gens se rassemblent et ils sont là présents, ils entendent la publication les jours J, lundi et jeudi, qui sont les jours de rassemblement autour du Beddin, eh bien, dans ce cas-là, si on ne publie que lundi, jeudi, il faudra 60 jours. En 60 jours, on a combien de lundi, jeudi? 18. D'accord? Déjà en 28 jours, vous avez, en 28 jours, 4 fois 7, 28. Vous avez combien de fois lundi, jeudi? En 4 fois 7, 28. 4 fois. Ça vous fait déjà 4 fois 2, 8. En 2 mois, 16. Et après, vous avez encore 2 jours. N'est-ce pas, qu'on a pris de chaque mois 30 et 30, 60 jours. Ça nous fait encore un lundi, jeudi. N'est-ce pas? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est encore 4 jours. Donc, si je te rajoute 4 jours sur les 28, 28, ça nous donne encore 2 jours. 16 et 2, 8. 16 et 2, 18. Tamnisar Yomé. Alors, c'est vrai que tu n'as que 18 jours au lieu de 30. Mais étant donné que ces 18 jours,
s'étendent sur une période de 60 jours, donc pendant 60 jours ça parle, pendant 60 jours on entend parler de ça, alors les échos et les rumeurs sont suffisantes pour faire entendre aux clients potentiels. Ceux qui seraient intéressés ont entendu en 2 mois. Donc soit en 1 mois, mais dans ce cas-là il faut publier tous les jours, soit tu ne publies que lundi, jeudi, dans ce cas-là il faut plus de temps de publication, à savoir 60 jours. Donc le même Rabbi Meir qui a dit 30 jours, il a dit 60 jours. Et ça dépend quels sont les jours de publication. Très bien. Amar Rav Yehuda Amar Rav Asi en nizkakin lenirsei yetomim אלא אם כן הייתה ריבית אוכלת בהם. ורבי יוחנן אמר, או לשטר שיש בו ריבית, או לכתובת אישה, משום מזונה. Retenez. On a ici une mahloket entre Rav Asi et Rabbi Yochanan à propos des nirsei yetomim. Rav Yehuda dit au nom de Rav Asi que en nizkakin les nirsei yetomim, c'est-à-dire, de manière générale, les orphelins qui ont hérité des patrimoines, un patrimoine immobilier de leur père, il ne faut pas le vendre. Tant qu'ils sont petits, ce n'est pas la peine de leur faire des cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire, ne vends pas le bien immobilier, même s'il y a des dettes. D'accord ? Même s'il y a des dettes. Sauf si, Ribit Ochelet Bahem, s'il y a eu un prêt avec intérêt, dans ce cas-là, si tu attends qu'ils grandissent, qu'ils deviennent matures et autonomes, pour que eux vendent les biens immobiliers pour payer la dette du père, parce que, pourquoi tu ne vends pas quand ils sont petits? Tu n'as pas envie de faire des choses que eux n'auraient pas fait. Imaginons, voilà, moi j'ai cru bien faire, j'ai voulu les aider. Mais ça se trouve, s'ils avaient grandi, eux, en tant que businessman, bien affermis, pointus, intelligents, ils auraient fait des meilleures affaires avec leurs biens immobiliers que nous. Alors c'est pas la peine de s'immiscer dans des affaires lorsqu'on risque de faire plus de mal que de bien. Laissez-les, à ces yetomim, grandir, laissez-les grandir, et eux, quand ils grandiront, ils vendront leurs biens, ils payeront les dettes du père. Dans quel cas, c'est sûr qu'on leur rendrait service si on s'empresse de vendre, c'est dans le cas de Ribit. Si le père a prêté avec intérêt, alors si on attend pour rembourser, alors dans ce cas-là, en effet, c'est sûr qu'ils seront perdants. À coup sûr, ils seront perdants. Alors là, il ne faut pas attendre. Il faut vendre quand ils sont petits. C'est qui a dit ça? Rav Asi. La question que vous avez envie de me poser, quand Ribit c'est interdit, comment le père a pu vendre a pu prêter avec Ribit? Un goy. Bravo. Réponse un goy. Parce que même si il avait prêté à un juif, nous, on ne paiera pas aux juifs du Ribit. On interdirait ce Ribit. Donc forcément on parle d'un goy. On a le droit de prêter, d'emprunter un goy avec Ribit. Ok, donc dans ce cas où le père avait emprunté de l'argent à un goy, et le père juif s'était engagé à rembourser le goy avec intérêt, et le père est mort, donc c'est sûr que si on tarde à rembourser la dette, eh bien le Ribit serait au détriment des orphelins. Rabbi Yochanan rajoute, il dit encore une autre cause qui pourrait être à l'origine de la vente des biens des orphelins, c'est pas uniquement shtar sheshbo ribit, c'est aussi ketoubat isha. Pourquoi la ketoubat isha? Parce que plus tu tardes à payer la ketouba à la femme, et plus elle encaisse des mésonotes. C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas reçu sa ketouba, elle ponctionne sur le patrimoine héréditaire qui appartient aux orphelins pour manger. Donc elle, si elle reste ici des années sans avoir eu sa ketouba, eh bien elle continue de prendre des mésonotes jusqu'au jour où elle va réclamer sa ketouba. Elle aura eu le beurre et l'argent du beurre, la ketouba et les mésonotes. Là, Rabbi Yochanan dit, pour protéger et préserver les orphelins,
on va tout de suite vendre un bien immobilier, payer la ketouba à la femme, et finish. Elle ne peut plus réclamer les maisonnotes. Est-ce que la vente du bien arrête le problème des maisonnotes? La vente du bien permet de payer la ketouba. Et le paiement de la ketouba arrête les maisonnotes. Et si elle ne le demande pas de vendre sa ketouba, et qu'elle veut continuer? Malgré tout, même si elle ne demande pas la ketouba, c'est un droit qui lui revient, et nous on est intéressé de lui payer rapidement pour mettre fin à son droit de maisonnote, au profit des orphelins. La Gemara pose la question, elle dit Verav Assi, Maïtama lo amar lektubatisha. A priori, ce qu'a dit Rabbi Yochanan est tellement logique, à tel point qu'on a du mal à comprendre pourquoi Rav Assi n'était pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Pour Rav Assi, la seule cause de la vente de biens immobiliers appartenant aux orphelins, c'est le ribit. Mais il n'y a pas que le ribit, il y a également l'économie des maisonnotes. Dans le cas de Ktubatisha, il vaut mieux lui payer la ketouba, et comme ça les orphelins se débarrassent des maisonnotes. La Gemara répond Deha takinu le rabanan ma'ase yadeha. C'est-à-dire, Hachamim ont fait une takana. Ils ont institué que, donnant, certes, la femme reçoit les maisonnotes, et pour ce faire, on va ponctionner sur l'héritage. On va ponctionner l'héritage. Ça veut dire qu'elle va encaisser ces maisonnotes du patrimoine héréditaire. Ça veut dire au lieu que les orphelins prennent cet argent, on donnera cet argent à cette femme pour qu'elle mange. Ok, elle a reçu. Mais qu'est-ce qu'elle donne en retour, en échange? Elle donne son travail. Elle va travailler pour les orphelins. Marasé Yadéa. Étant donné que sa main-d'œuvre profite aux orphelins, alors c'est pas considéré comme une perte pour les orphelins. C'est vrai que, financièrement parlant, économiquement parlant, on lui donne de l'argent pour acheter des maisonnotes. Visiblement, c'est une perte pour les orphelins. Mais quand tu observes en profondeur, tu vois que les orphelins n'ont rien perdu. Parce qu'en contrepartie des maisonnotes qu'ils ont données, ils ont reçu Maaseh Yadeha, la main-d'œuvre de cette femme qui travaille pour eux. Voilà pourquoi Rav Assi considère que ce n'est pas une perte au fil du temps. On peut attendre qu'ils grandissent. Ils n'ont rien perdu. Veidach. Alors pourquoi Rabbi Yochanan ne voit pas les choses sous cet angle? Réponse Zimnin de l'Osapka. Parce que Rabbi Yochanan dit elle, c'est sûr qu'elle encaisse les maisonnotes. Mais si elle travaille, tu dis qu'elle va travailler pour eux. Et donc le salaire qu'elle va recevoir, elle le reverse. Mais possible qu'elle ne va pas gagner grand-chose. Combien de gens sont au chômage? Combien de gens qui ne trouvent pas de travail? Donc, la perte, elle est sûre, le gain, pas évident. Le risque est certain, la chance, moins. Donc, Rabbi Yochanan dit, je ne peux pas dire qu'il y a du donnant-donnant. Elle a reçu les maisonnotes, elle a donné Maaseh Yadeha. Car les maisonnotes, c'est sûr qu'elle a reçu. Maaseh Yadeha qui dit qu'elle va trouver du travail, et ainsi de suite. Ou bien même si elle est payée, combien elle est payée, peut-être pas au niveau des maisonnotes qu'elle reçoit. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan préfère liquider les maisonnotes en lui payant la ketouba, point final. Comme ça, on a débarrassé les yetomim d'une perte qui peut user au fil du temps. Donc, on rembourse le Baal Hov. S'il y a du ribit, on paye la ketouba pour économiser les maisonnotes. Et ceci, on le fait avec quoi? Avec le bien immobilier que les orphelins ont reçu comme héritage. Par rapport à cette opinion de Rav Assi, la Gemara va citer notre Mishnah. Elle va faire une analyse très subtile, très fine, pour adresser une objection à Rav Assi. Et Rav Assi va répondre. Mais ce sera un peu composé, un peu complexe. Mais voilà, ça va durer exactement 2 minutes 30. Tenan, Shum hayetomim shloshim yom. Shum haekdesh shishim yom. Machrizim baboker ou ba'erev. C'est-à-dire, dans la Mishnah, on a appris que la publication
de la vente aux enchères d'un bien immobilier appartenant aux héritiers se fait pendant 30 jours. S'il s'agit d'un patrimoine immobilier appartenant au Ekdesh, la mise aux enchères se fait pendant 60 jours. Très bien. Bemayaskina, de quoi parle-t-on quand on dit ici qu'on va vendre le bien que les orphelins ont hérité? Elima bebal hovavet kochavim mitzait. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on parle d'un goy qui a prêté avec ribit, ça veut dire, d'après Rav Assi, qui a dit tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de vendre des biens immobiliers qui appartiennent aux héritiers, les jeunes orphelins. On n'a pas le droit de vendre des biens immobiliers, sauf si ils sont perdants. Comment ils risquent d'être perdants? Si le père avait emprunté de l'argent avec ribit. Donc, tant que la dette n'a pas été remboursée, eh bien, les intérêts augmentent. De qui parle-t-on? De quel ribit? Forcément d'un goy. Parce qu'on ne peut pas emprunter de l'argent à un juif avec ribit. Donc, forcément, il s'agit d'un goy. Ce qui ose dire, si c'est ça ce qui te fait peur, c'est l'augmentation des intérêts au fil du temps, eh bien, je ne comprends pas pourquoi tu attends 30 jours. Tu mets aux enchères pendant 30 jours. Bon, Raïvé Rabotaï qui veut acheter le bien immobilier de ces orphelins, pendant 30 jours, tu publies. Mais tu sais que pendant ces 30 jours-là, il y a un ribit qui augmente. Chaque jour, les orphelins perdent de l'argent. D'accord? Ce goy-là, il ne va pas mettre un point mort à son ribit pendant 30 jours. Il ne va pas vous attendre en disant « D'accord, vous savez, je suis sympa, j'attends que vous vendiez le bien immobilier. Pendant 30 jours, je ne prendrai pas de ribit. » Ma pito! Le goy, lui, va dire « J'ai prêté de l'argent au papa contre des intérêts. » Eh bien, 30 jours d'intérêt, c'est 30 jours d'intérêt. Alors la question, on se pose. Si on doit payer des intérêts au goy, pourquoi est-ce qu'on se permet ce risque de 30 jours? Pourquoi? Des intérêts pour 30 jours, c'est certain. Les intérêts sont certains. C'est sûr qu'on va perdre. On va perdre de l'argent. On va payer des intérêts, ça c'est certain. Mais quelle est la chance? L'éventuelle chance, c'est d'obtenir en contrepartie une vente meilleure. Pourquoi? Parce que je vais vendre aux enchères. Je vais vendre aux enchères. Si je vends aux enchères, qu'est-ce que je risque de gagner? Un supplément. D'accord? Il y a quelqu'un qui va surenchérir. Mais c'est pas sûr. Peut-être que pendant tout le mois, on a attendu inutilement. Finalement, la mise à prix est restée identique. On a dit, le voilà, il y a eu expertise, estimation de la valeur du bien, c'est resté intact. Personne n'a voulu de ce bien immobilier. Personne n'a surenchéri. Alors qu'est-ce qu'on a gagné finalement? On a perdu. Car finalement le goy réclame ses intérêts. Je vais résumer et récapituler la question d'Agmara. C'est très simple. Le risque est certain, la chance est incertaine. C'est-à-dire, d'après Rav Assi, les biens immobiliers d'un orphelin, on ne doit pas le vendre. Même pas pour payer une dette. Dans quel cas on a le droit de vendre des biens immobiliers, selon Rav Assi, dans un seul cas? Que si la dette était accompagnée d'intérêts. Ça veut dire que le père avait emprunté de l'argent au goy. Le goy lui a dit, chaque jour qui passe et que tu ne m'as pas remboursé, tu me payeras plus cher. Finalement, cet homme est décédé. Qui a hérité du bien immobilier? Les héritiers, les orphelins. Maintenant, le goy vient voir les orphelins, il dit, remboursez-moi la dette du père. Alors, le Bédine, ils disent, attends, 30 jours, dans 30 jours, on va te rembourser. Il dit, il n'y a pas de problème, moi, ça m'arrange, j'attends. Et hop, les intérêts augmentent. Qui ont fait perdre quand les intérêts augmentent? Les orphelins. Alors, est-ce qu'on peut dire, vous savez, les orphelins, on vous fait perdre, mais peut-être que vous allez gagner. Pendant ces 30 jours, on va mettre aux enchères. Peut-être,
vous avez une chance de gagner, parce que s'il y a quelqu'un qui surenchérit, vous serez gagnant. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont nous répondre? Oui, peut-être on sera gagnant, mais c'est sûr qu'on est perdant. Entre certainement perdant et peut-être gagnant, il vaut mieux un tien que deux tueurs. Donc la Gemara pose cette question, elle dit, je comprends pas. Rav Assi, tu as dit que la seule possibilité de vendre un bien immobilier appartenant aux orphelins, ce n'est que dans la mesure où le prêt était accompagné de ribit. S'il n'y a pas de ribit, à sourd de vendre, même pour rembourser un prêt. Il faut attendre que les orphelins grandissent et eux vendront pour payer le prêt, pour payer la dette. Alors, la Gemara pose la question, elle dit à Rav Assi, alors comment tu comprends la Mishnah? La Mishnah pourtant dit qu'on attend 30 jours. Tu attends 30 jours avant de vendre pour une mise aux enchères? Mais qui était le créancier dans cette histoire? Forcément un goy. Parce que si on parle de ribit, il n'y a pas de ribit avec un juif, donc c'est forcément un goy. Le goy, lui, va te dire, il n'y a pas de problème, moi j'attends. 30 jours, tu vas attendre même 100 jours, autant que tu veux. Chaque jour, je gagne de l'argent. Ribit. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire là aux orphelins? On leur fait certainement perdre le ribit pour une incertitude d'enchère, de surenchérissement, de surenchère, pardon. Tu ne peux pas leur faire perdre ce ribit. C'est la question de la Gemara. Alors la Gemara dit la chose suivante. Et la pshita bebal hov Israël. Forcément, on ne parle pas d'un créancier goy qui a prêté avec ribit. On parle d'un créancier juif. La Gemara dit, c'est encore pire. Tu es en train de me dire que le juif lui a prêté avec ribit et nous, Beddin, on le laisse faire? Nous, on va lui payer du ribit peut-être? Elle est bonne celle-là. Mishafkin Anne, est-ce qu'on va le laisser encaisser du ribit? Bien sûr que non. Vela, delokachil ribita. Donc forcément la Mishnah, de quel cas elle parle? Elle parle de la vente d'un bien immobilier des Yetomim pour rembourser le créancier sans ribit. On parle d'un Ben Israël qui est créancier, il a prêté sans ribit. Puisque la Mishnah n'a pas vu ribit. Alors c'est une couchée contre Rav Assi. Toi, Rav Assi. Toi, qu'est-ce que tu as dit, Rav Assi? Qu'il n'existe pas de possibilité de vendre un patrimoine immobilier héréditaire de jeunes orphelins. Il faut les laisser grandir et qu'eux fassent leurs affaires. Quand ils deviendront des bons négociateurs, tu les laisses faire. D'accord? C'est pas vrai. La Mishnah dit clairement qu'on vend. En 30 jours, on a vendu. Alors, de quel cas elle parle, la Mishnah? S'il te plaît, Rav Assi, tu peux m'expliquer la Mishnah? Toi, Rav Assi, tu as un Émora, tu ne peux pas contredire la Mishnah. Et là, des lokachid ribit avec katane nizkakin. Alors, bish la malé Rabbi Yochanan mokela miktubatisha et la Rav Assi kashia. La Gemara dit encore d'après Rabbi Yochanan qui avait dit qu'il peut y avoir deux causes de la vente d'un patrimoine héréditaire qui appartient aux orphelins, soit pour un problème de ribit, soit pour un problème de mésonote de la ketouba de la femme, n'est-ce pas? La femme, pourquoi est-ce qu'il faut vendre bien immobilier et lui payer la ketouba? Pour mettre fin aux mésonotes qu'elle ponctionne du patrimoine. Alors là, je peux encore comprendre. La Mishnah, elle parlait de ketouba. D'après Rabbi Yochanan, ça marche. Pourquoi est-ce qu'en 30 jours, on a vendu le bien immobilier des orphelins? Shumay et Tomim, c'est parce que il y avait une femme veuve ici qui encaissait les mésonotes. Alors on a vu le risque de perte des Tomim, on leur a rendu service. Et bien en 30 jours, on a vendu. Amalecha Rav Assi. Rav Assi va rétorquer par une idée ingénieuse. Il va dire, Oul Rabbi Yochanan minicha, tu m'adresses qu'à moi l'objection, et à mon opposant, mon antagoniste, c'est-à-dire Rabbi Yochanan, eh bien, minicha, pour lui, il n'y a pas de question, pas du tout, même pour lui, c'est la même question. Mishavkinan mezon et levadai kamafseda, venatinan achraza de loyad'inan, imarvechinan, ilomarvechinan. C'est pareil pour Rabbi Yochanan. La ketouba,
tant qu'elle ne l'a pas touché, elle encaisse les mésonotes. Et ça, c'est tous les jours qu'elle mange. Donc les 30 jours, durant lesquels tu vas mettre le bien immobilier aux enchères, eh bien pourquoi tu attends? Tu attends parce que tu dis peut-être qu'il va y avoir une surenchère. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va proposer plus cher. Et on va faire gagner les orphelins. Oui, mais en attendant, elle encaisse les mésonotes tous les jours. C'est comme du ribit. Alors je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai qu'à moi, Ravassi, que tu m'adresses l'objection. Et Rabbi Hanan aussi, tu dois lui poser la même question. La Gemara dit non. Rabbi Hanan, je n'ai pas de question. Toi, oui. Halakashia. Betovarat ktubata bebeddin. Kede Rabbi Yehuda mar Shmuel, Amar Rabbi Yehuda mar Shmuel, Atovarat ktubata bebeddin en la mezonot. Je peux dire que la Mishnah parle d'un cas de figure spécifique. Lequel? C'est que cette femme, elle a réclamé sa ketouba. Et nous avons une halakha qui dit que dès que la femme réclame la ketouba, elle n'a plus droit aux mésonotes. Tant qu'elle est là à la maison, gentiment, les bras croisés, elle dit par respect pour mon mari, je ne veux pas me remarier, je ne veux rien du tout, je suis là pour lui. Et donc, de ce fait, quand elle est encore à la maison, alors elle ne demande même pas la ketouba, comme pour dire, non, je reste encore attaché à lui. Alors elle mérite les maisons. Mais dès qu'elle dit, je veux ma ketouba, sous-entendu, j'ouvre une nouvelle page dans ma vie. Je tourne la page. Le passé, j'ai coupé le cordon ombilical avec le passé. Il n'y a pas de problème. Tu auras ta ketouba, mais tu ne touches plus aux mésonotes. Très bien, alors donnez-moi la ketouba, on lui dit. Attendez madame, nous on veut mettre aux enchères, parce qu'on voudrait faire gagner les orphelins. Parce que plus ce sera vendu cher, moins les orphelins perdront en payant cette ketouba. Alors elle va devoir attendre 30 jours. Elle n'aura ni les mésonotes, ni la ketouba pendant 30 jours. Exactement comme tout à l'heure, quand on m'avait dit, le créancier aussi, il pleure, il dit, mais moi je veux. On lui dit, c'est vrai, tu veux, mais les orphelins sont prioritaires. L'intérêt des orphelins est prioritaire. Donc elle va retrouver la ligne. Elle va Retrouver la ligne. À quel moment? Pendant les 30 jours. Exactement, Wet Watcher. Alors, la Gemara dit maintenant, Iachi, Isdakuke no Misdakin la. Dans ce cas-là, la Gemara dit, si tu peux la faire attendre pendant 30 jours, tu sais quoi? Fais-la attendre. Fais-la attendre jusqu'à ce qu'il grandisse. Quelques années. Puisque de toutes les façons, tu dis que l'intérêt des orphelins est prioritaire, alors pourquoi tu vends après 30 jours aux enchères? Ne vends pas du tout. Qu'est-ce que tu as dit? En général, on ne vend pas les biens immobiliers qui appartiennent aux orphelins. Très bien, ne vends pas. Et dans ce cas-là, en l'occurrence, quand elle a réclamé sa ketouba, ils n'ont rien à perdre, et ils ont tout à gagner. Alors pourquoi tu vends après 30 jours? Très bien, bravo. Zach Rabbi Shimon, c'est la réponse d'Agmara. Kevan de Izdakekinan la Merikava, Mizdakekinan le Bassof. Qu'est-ce que ça veut dire? Que puisque au début, on a oui prêté oreille attentive à sa réclamation d'Aketouba, donc maintenant on ne peut plus lui dire écoute, nous on ne touche pas au bien des orphelins. Nous on ne touche pas au bien des orphelins. Ah oui, vous ne touchez pas, alors pourquoi Bichla vous avez pris en considération ma réclamation? C'est ou bien vous vous occupez de moi jusqu'au bout, ou bien vous ne touchez pas à mes affaires. D'accord? Je ne vous ai rien dit. C'est ça le Haïnia. Voilà pourquoi on dit à cette femme, et madame, ne vous inquiétez pas, dans 30 jours vous aurez touché votre ketou. La Gemara dit ok. Donc pour Rabbi Yochanan tout va bien, mais pour Ravassi qu'en est-il? Mikol Makom les Ravassi Kashia. Réponse. Les Olam et Baal Chov Ovel Kochavim. Shekibel Alam Idon Bedine Israël. La Gemara dit, voilà de quoi on parle. On parle d'un goy qui, lui, a prêté avec ribit. Avec ribit. Alors, dans ce cas-là, il faut tout de suite vendre. Il ne faut pas attendre même pas 30 jours. Parce que chaque jour, on perd de l'argent. Non, on parle d'un goy qui a dit, je suis d'accord de vivre comme un juif. Ça veut dire, je prends sur moi la législation juive. Et puisque d'après la législation juive, il n'y a pas de ribit, alors je suis d'accord de ne pas encaisser de ribit. D'accord? Alors la Gemara dit, Iachi, ribit namil ou lishkol. Mais pourquoi tu vends? Tu vends pour ne pas faire perdre les orphelins.
à cause du ribit, c'est pour ça que tu vends. Mais tu me dis que c'est un goy qui a dit, moi je vais vivre comme un juif, c'est-à-dire j'encaisse pas de ribit. Alors si j'encaisse pas de ribit, alors on ne vend pas. On revient à la situation classique, on ne vend pas les biens immobiliers du Yatom. La Gemara dit non. Kibel alav les eaux, velo kibel alav les eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est d'accord de vivre comme un Israël pour un certain ribit, mais comme un goy pour l'autre ribit. C'est-à-dire que, il dit, bon, pendant 30 jours, j'encaisserai pas de ribit pendant ces 30 jours. Comme si j'étais un juif qui n'a pas le droit au ribit. Mais dans 30 jours, vous me devez le ribit. Alors dans ce cas-là, on a tout intérêt à vendre le bien immobilier qui appartient aux héritiers pour justement les préserver de quoi? Du risque de perte de ribit. Donc, c'est de cela qu'il s'agit dans la Mishnah. Voilà de quel cas la Mishnah part, selon Rav Assi. Normalement, on n'a pas le droit de toucher au patrimoine héréditaire qui appartient aux jeunes orphelins jusqu'à ce qu'ils grandissent, qu'ils deviennent indépendants, autonomes et qu'eux-mêmes gèrent leurs affaires. Ne cherche pas à rendre service à des orphelins parce qu'il se peut que ce soit un cadeau empoisonné. Donc on ne vend pas les biens immobiliers, même pas pour payer un créancier, sauf si ils sont perdants. Dans quel cas ils sont perdants? Si le créancier est un goy qui a prêté avec intérêt, puisqu'il encaisse le ribit, chaque jour où tu ne vends pas, ils perdent. Alors dans ce cas-là, on a posé la question, pourquoi là on attend 30 jours? Dans la Mishnah, on a dit qu'on attendait 30 jours. On parle du cas où le goy a renoncé au ribit, comme s'il était juif. Alors il m'a dit, s'il a renoncé au ribit, alors il n'y a plus de perte pour eux. Pourquoi tu t'empresses de vendre? Il dit non, non. Il dit, je renonce pendant 30 jours, le temps des enchères, mais je ne renonce pas totalement. Moi, je veux mon argent dans 30 jours. Voilà de quoi parle la Mishnah, et c'est comme ça que Rav Assi a réussi à tirer son épingle du jeu par rapport à la grande kouchia qu'on avait pu lui adresser par rapport à notre Mishnah.